suis directeur commercial et avant-vente chez GuideGuardian et aujourd'hui, on va parler de détection de secrets dans le code source et donc de nos solutions qui permettent détection et remédiation automatique. Donc, accordons-nous sur le champ lexical. Quand on parle de secret, en fait, on parle de tout moyen d'authentification programmatique qui permettent à différentes applications de discuter entre elles. Donc, on va parler de clés d'API, de tokens, de username password, de clés SSH, etc. On peut aussi inclure des fichiers sensibles qui n'ont rien à faire dans le code source dans cette définition. Donc, par exemple, des points env ou des points pem. J'ai 2-3 slides et après on passe à la démo technique. Globalement, pourquoi est-ce que c'est un problème d'avoir des secrets en clair dans vos répertoires Git internes? Après tout, vous pourriez me dire, uniquement vos salariés sont censés y accéder, c'est pas un risque. Il y a une vraie problématique aujourd'hui au regard des évolutions dans la façon dont on développe du logiciel. Plus personne fait des monolithes on-prem, vous êtes tous en train d'avancer vers des microservices, du multi-cloud, une APIisation de vos systèmes, des utilisations d'API tierces, de logiciels en SaaS, etc. Donc, il y a beaucoup plus de secrets en circulation manipulés par des devs pour interconnecter tous ces systèmes. La deuxième problématique, c'est que par sa nature même, le code est un asset très liquide et leaky. Donc, le code, il va transiter de la station de travail du dev sur des équipements réseau, il va aller dans le serveur de versionning centralisé, et puis les outils de CI, ils vont accéder au code, la même chose pour les serveurs de backup, etc. Donc, globalement, des secrets qui sont dans le code vont être dans plein de systèmes de l'entreprise. La menace, elle est très simple à comprendre. En fait, soit un insider, soit un acteur externe malveillant qui arrive à obtenir un accès initial à vos repos, il va pouvoir faire tourner des regex ou aller fouiller dans votre code source et trouver des clés. Et là où sur des mots de passe utilisateurs humains, vous avez souvent du MFA, sur des clés d'API, si j'ai le client ID et j'ai le client secret, je m'authentifie, c'est game over. Vous n'avez pas de contrôle additionnel. On voit que, notamment aux États-Unis, les corps réglementaires ont pris conscience du problème, notamment après SolarWinds, puisque l'administration Biden a sorti un décret, un executive order, où ils ont demandé au NIST, le National Institute of Standards and Technology, de mettre à jour leurs recommandations en termes de sécurité du code source. Et notamment le fait de ne pas avoir de secret dans le code source est vu comme un des contrôles majeurs et principaux à mettre en œuvre pour toute société. En 2023, tout éditeur de logiciels qui voudra vendre de la presta et des solutions à des acteurs étatiques devra prouver qu'il a mis en place ce type de contrôle. Donc, on sait que même pour les sociétés françaises, en banque et en assurance, les frameworks NIST ont beaucoup d'influence. Donc, c'est des choses qui vont arriver dans vos entreprises dans les années à venir. Donc, globalement, la conclusion, si on ne veut pas de secret en clair dans le code source. Il y a un problème de prolifération des secrets. Moi, quand je scanne mes clients, j'ai une 50aine de clients entreprises et on a les données d'utilisation de la plateforme SaaS. En moyenne, pour une équipe de dev de 400 personnes, on va lever plus de 1000 incidents uniques. Pour ces 1000 incidents uniques, je vais avoir 4000 occurrences. Donc, c'est des présences du même secret dans différents endroits, différents repos, différentes branches, etc. Et vos équipes AppSec, en général, c'est, allez, dans le meilleur des cas, un ingénieur AppSec pour 100 ou 200 devs. Donc, on voit qu'il y a un vrai problème de répartition de la charge. On ne peut pas mettre un analyste derrière chaque incident. C'est juste impossible. Ça ne passe pas à l'échelle. Donc, c'est quoi les gros problèmes quand on veut attaquer cette menace? Il faut scanner tout le Git history. Pour la plupart des vulnérabilités applicatives, on se focus sur le code qui est déployé en production. Sur une XSS, sur une injection SQL, on veut juste que ça n'atteigne pas l'environnement runtime. Sur la fuite de secret, la surface d'attaque, c'est le répertoire, c'est le code lui-même. Donc en fait, un secret qui n'arrive jamais en production, mais qui est enfoui dans une feature branch au fond du Git history, c'est un vecteur d'attaque. Donc il faut scanner tout ça. Il y a une vraie problématique de vrais positifs et de faux négatifs. Enfin, faux positifs et faux négatifs, puisque les moteurs de détection open source, par exemple, de première génération, on pense à GitLeaks ou à Trufflog, ils généraient un bruit pas possible. Ils mesuraient en général de l'entropie pour lever des incidents. Et dans le code, il y a plein de chaînes de caractères à haute entropie qui ne sont pas des secrets. Et finalement, la détection, c'est que 20% de la solution au problème. Une fois qu'on a levé ces milliers d'incidents, comme je le disais, il faut les remédier. En fait, c'est de la dette sécuritaire que vous avez accumulée depuis des années et des années et qui va devoir être adressée principalement par les devs. Donc, il faut des solutions qui envoient l'information aux devs, aux DevOps directement pour que ces personnes-là
puisse prendre action sans monopoliser le temps des équipes sécurité. Donc là, je fais un focus sur le Git history. Là, on voit, j'ai un dev qui bosse sur une branche de développement. À un moment, il veut faire un test, il met une clé AWS valide. Il oublie comment fonctionne le protocole Git, donc il fait un commit de deletion. Il se dit, c'est bon, on la voit plus, elle est juste cachée. Et il fait son merge. À un moment, il y a un hotfix, donc en fait, le secret n'est pas dans la branche principale, mais il est quand même server-side. Il est dans le file system du serveur de versionning, il est accessible, il est exploitable. Et quand nous, on lance des scans avec nos clients, 80% des incidents historiques que l'on trouve ne sont pas dans des branches main. Ils sont en fait enfouis dans le Git history et dans des branches secondaires. Sur les problématiques de qualité de la détection, nous, on a un certain nombre de visions fortes. Le premier, c'est qu'il faut un moteur qui a un taux de couverture élevé. Si vous regardez vos Active Directory ou dans vos Okta, il y a 200 solutions tierces qui sont intégrées comme service providers. Donc, globalement, il faut un moteur de détection qui peut capter tous ces types de clés d'API. Donc, on a à la fois des détecteurs génériques liés à des clés préfixées. Donc, c'est des regex avec des mécaniques un peu sympas pour affiner les résultats. Et on a des détecteurs génériques également, qui là se basent principalement sur de la mesure de l'entropie, mais qui vont affiner les résultats en prenant de l'information contextuelle. Donc nous, les informations remontées par nos clients, en tout cas ceux de la plateforme SaaS, sur nos taux de vrais positifs, c'est qu'on est à 91% sur les détecteurs spécifiques, Amazon, GCP, PagerDuty, enfin Twilio, donc des patterns spécifiques liés à certains providers identifiés. Et ensuite, sur tout ce qui est clé RSA, clé privée, JWT tokens, là on est plutôt de l'ordre de 75 à 80%. Comment est-ce qu'on arrive à avoir ces taux très élevés ? Par exemple, sur les détecteurs spécifiques, on va faire un call au endpoint Amazon ou au call Google pour vérifier si la clé est valide. Donc, si j'ai 10 candidats secrets de type AWS ou GCP, je vais pouvoir vous exclure toutes les clés qui étaient valides à un moment, mais ne le sont plus. Je vous fais gagner énormément de temps. Sur les secrets génériques, on a d'autres méthodes. Par exemple, une clé New Relic qui n'est pas préfixée. Je vais aller regarder dans le repo si j'ai un wrapper New Relic. Si j'ai la concordance de ces deux éléments, j'ai un niveau de confiance plus élevé dans le fait que ce soit une clé New Relic. Et bien évidemment, vu que le même secret prolifère à plein d'endroits dans votre code source, on a des fonctionnalités de smart grouping pour ne pas avoir plusieurs analystes qui, à un instant T, en fait, bossent sur le même secret, même si c'est des occurrences différentes. J'en ai presque fini avec les slides. Donc, globalement, il faut un monitoring natif des data sources, ne pas s'embêter à lancer des batchs, déclarer les repos en manuel. Donc, nous, on a des intégrations natives avec GitLab, GitHub et Bitbucket, et on va sortir Azure DevOps cet été. Un moteur de détection qui soit suffisamment large pour couvrir tous les use cases de l'entreprise. La capacité à envoyer l'information à la bonne équipe, la bonne personne en synchrone, donc dans de l'alerting qui va envoyer dans un SIM pour l'équipe sécu et dans un Jira ou dans des direct messages Slack pour les équipes de dev. Et surtout des workflows de rémédiation qui vont prendre la main du développeur et lui expliquer pas à pas ce qui est attendu de lui pour faire une révocation, une rotation de la clé et donner des attestations que ces différentes étapes ont été faites dans le bon ordre. Bien évidemment, la sécurité, c'est un sport metrics-driven. Donc, on veut prouver la perf, la bonne utilisation de l'outil et la réduction du risque. Et donc, on a tout un tas de KPI pour mesurer le mean time to detection, les taux de couverture, les repos les plus exposés ou les moins exposés, etc. Vu que j'ai dit qu'on n'est pas sur une problématique de type runtime, il y a un double enjeu de stock et de flux quand on attaque ce problème. Il y a tous les secrets de l'historique. Une clé d'une base de données Oracle qui a été leakée il y a 10 ans dans une feature branch, si vous n'avez pas une politique de rotation régulière, il y a de grandes chances qu'elle soit toujours valide. Donc il va falloir attaquer tout ce stock petit à petit. Ensuite, il y a cette notion de flux, toutes les nouvelles vulnérabilités et toutes ces erreurs de configuration que les devs introduisent au quotidien. Et plus vous êtes en mode DevOps, plus vous êtes en mode agile et plus il y a du self-service dans vos équipes de développement, plus vous êtes exposé à ce risque, puisqu'ils manipulent des clés, ils introduisent des changements réguliers, donc on multiplie les risques d'erreurs humaines. Stratégie de scan. Où est-ce qu'on a le plus d'impact en faisant du scan ?
Sur la partie droite du graphe, là, on est server-side. On est dans l'infra de versionning, dans le GitLab, dans le GitHub, dans le Bitbucket. Ça, il faut monitorer tout le périmètre. C'est plutôt une vue pour la sécurité. Vous avez une vue périmétrique sur l'ensemble du scope, toutes les équipes de dev. Par contre, remédier à droite, ça coûte plus cher. Le risque, c'est déjà matérialisé. Le dev qui a leaké la clé, il n'a peut-être pas les privilèges nécessaires pour faire une rotation. Il va devoir parler à l'infra, au DevOps, etc. On perd du temps. Ça peut vite coûter plusieurs heures pour un secret unique. Sur la partie gauche du cycle de développement, client-side, sur la station de développement du développeur, là, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, si on dit en synchrone au développeur au moment où il écrit son code qu'il s'apprête à fuiter un secret, il a juste à faire une modification en local, ce qu'on appelle un git amend. Et là, c'est vraiment une histoire de secondes pour nullifier le risque. Donc, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. En termes de temps, je suis pas malade. Donc là, on est sur l'interface Git Guardian. Est-ce que vous avez besoin que je zoome un peu? Donc, c'est un dashboard qui est à la fois disponible en SaaS, en on-prem, voire même air-gapped, selon vos contraintes. Et là, je vais quelque part vous faire le flow d'installation. Donc, partons du principe qu'on a déjà une instance. On va chercher à l'intégrer avec votre outil de versionning. Donc là, sur du GitHub, ça pourrait être une GitHub app. Sur GitLab, je peux faire une intégration au niveau de l'instance complète, au niveau de certains repos. Et globalement, j'ai besoin d'avoir des accès en lecture. Donc un token admin avec des accès lecture qui me permettra de voir les repos qui ont été créés, les repos forkés, etc. Donc j'ai une vue, on va dire, dynamique du périmètre. Une fois que c'est fait, ça va me créer un périmètre qui est composé de l'ensemble des repositories dans les différentes instances que vous avez soumis au monitoring Git Guardian. On peut monitorer un GitLab, un Bitbucket et un GitHub en parallèle. Donc ici, dans l'environnement de démo, j'ai 2 organisations GitHub, mais voilà, c'est tout à fait transposable à ce que je viens de dire. Donc en termes d'infos pour l'admin, je lance un scan de l'historique initialement. On est sur une histoire de quelques minutes par repo, une demi-heure pour les plus gros. Et ça va vous dire à chaque fois pour les repos, OK, pour ce repo Wine Enterprise GG Business App, il est à risque puisque j'ai à minima un secret qui a été trouvé. Et là, j'avais un total de 75 secrets, dont 5 qui ont déjà été remédiés et 70 qui nécessitent toujours une investigation et une remédiation. Les 2 petites icônes ici me disent que, dorénavant, ce repo sera monitoré en temps réel. Donc en fait, l'application Git Guardian va venir installer des Git hooks sur le repo, et notamment des post-receive hooks, qui vont faire qu'à chaque fois qu'un développeur va pusher du code dans la code base, ce changement incrémental va être soumis au moteur de détection Git Guardian et lèvera une alerte si jamais on détecte un secret. Vous pouvez également savoir quelle est la date du dernier scan complet de toute la base de code du repo, incluant le Git history. Et par exemple, vous pouvez le relancer manuellement si besoin. Il n'y en a pas vraiment besoin vu qu'on scanne un incrémental, mais j'ai certains clients, avant d'open sourcer un repo, par exemple, ils vont le refaire par acquis de conscience. Donc si je clique sur ce lien ici, ça va m'emmener dans la section incidents en appliquant des règles de filtrage pour que je ne vois que les incidents ouverts et les incidents de ce repo business-app. Donc faisons cela. Ici, je vais dézoomer un petit peu. Donc là, on a une vue incident, somme toute assez traditionnelle. J'ai des timestamps sur la gauche, ça c'est la date de rentrée de l'incident dans la code base. J'ai un certain nombre de filtres, donc je pourrais filtrer par type de clé, etc. J'ai la notion de statut, là je vais regarder les incidents ouverts qui nécessitent mon attention. Et j'ai tout un tas de petits tags qui vont m'aider à gagner du temps et à prioriser. Par exemple, je vous disais qu'on est capable, sur environ 50% de nos détecteurs, de vérifier si la clé est valide. En général, mes clients, ils veulent assez vite remédier les clés Google, Azure ou AWS qui sont valides, puisqu'en fait, exploitables directement depuis l'extérieur, depuis Internet. Donc, on pourrait appliquer ces règles de filtrage. Moi, dans mon environnement de démo, je n'ai pas des clés valides qui traînent pour des raisons évidentes de sécurité. Pareillement, on est capable de checker la présence de la chaîne de caractères dans le Git history. Si un de vos développeurs qui fait rentrer une clé sur une branche feature et qui se reçoit une alerte, et si la révocation est trop complexe dans votre organisation parce qu'il doit faire des tickets et parler à plusieurs équipes, on pourrait dire qu'il est acceptable
qu'il fasse un hard delete de la clé. Donc avec une opération type git push for source, git push force ou git rebase, il pourrait faire une suppression en dur du git history de cette chaîne de caractères. Et en fait, moi ici, je verrai grâce à ce tag remove from git history que la clé en fait n'est plus présente dans le serveur et que ça a vraiment été une opération destructrice au sens du protocole Git. Pareil, donc vous pourriez assigner des severity de manière manuelle et on a des tags qui peuvent être des indicateurs qu'un incident est plus ou moins sérieux. Par exemple, si j'ai une clé dans un fichier de test, on pourrait se dire qu'elle est peut-être moins sévère. À l'inverse, une clé RSA dans un fichier sensible, type un .env, là, on peut se dire qu'on est sur des credentials qui donnent un accès à un environnement de production. Donc, en appliquant ces règles de filtrage, vous pouvez quelque part prioriser vos investigations. Bien évidemment, une fois que j'ai fait mes règles de filtrage, je peux faire des bulk actions, mettre des sévérités en masse selon les différents filtrages que j'ai fait, etc., etc. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille se focaliser sur un incident. Par exemple, prenons celui-ci, donc une clé AWS. Je l'ai vu rentrer dans le code la première fois en janvier 2020, mais en fait, cette clé, je l'ai vue à 4 endroits différents. Donc, c'est peut-être différents repos, différentes branches, etc. Ici, si je vais sur la petite loupe, ça me fait apparaître un pop-up où je vois un snippet de code avec le client ID et le client secret. J'ai également de l'information contextuelle qui va me permettre de prendre la mesure de l'incident. Donc là, je sais le repo en question, le nom du fichier et la solution Git Guardian est capable d'identifier le dev qui a fuité la clé en allant chercher son nom dans les métadonnées Git, en fait. C'est ce qu'on appelle le Git committer email, et ça, je suis capable de l'extraire. Les tags que je vous ai montrés là-haut sont également reflétés au niveau de l'incident. Donc, si je rentre dans l'incident, je vais avoir une vue plus exhaustive où du coup, je vois les différentes occurrences. Bon, là, pour l'environnement de démon, c'est le même dev, le même repo. C'est un cas un peu simple, mais il y a plein de fois où on voit que c'est différents devs de différentes équipes qui ont leaké la même clé. Par exemple, une interface de reporting inter-équipe. Tout le monde utilise la même clé. Ils sont plusieurs à l'avoir leaké. Et bien, quelque part, ça prolifère. Donc là, si je parcours les différentes occurrences, à chaque fois, j'ai le même secret. C'est les mêmes chaînes de caractères. Mais situés à différents endroits, puisqu'on peut le voir, les commits SHA, qui sont l'identifiant unique d'un push, ne sont pas les mêmes. Donc là, on est plutôt sur la partie prise de contexte sur la gauche. Sur la droite, on va rentrer dans investiguer et faire les étapes de la remédiation. Donc là, je vois l'état de l'alerte, je suis assigné. Ici, il se trouve que la clé n'est pas valide, mais on voit la dernière date auquel elle a été vue comme valide, puisqu'on fait des checks toutes les 24 heures là-dessus. Donc ça, pareil, pour une équipe sécurité, ça permet d'auditer la remédiation. Quand un dev, il vous dit « j'ai résolu l'alerte, je l'ai révoqué », si on voit que la clé elle est toujours valide, il y a un peu anguille sous roche quelque part. Donc ça vous aide là-dessus. Les niveaux de sévérité, vous pouvez l'assigner ou la réassigner manuellement à l'échelle de l'incident. Vous pourriez aussi faire ça en masse, programmatiquement par API, par exemple, et se dire sur telle équipe, c'est des infras plus critiques, je mets en high. Sur telle équipe, je sais que c'est moins critique, je mets en medium, etc., etc. Là, pareil, l'indicateur de présence et on peut rechecker si la clé est présente. Somme toute très classique, je peux assigner à un membre de l'équipe. Et ici, j'ai différentes options pour clore l'incident. Le plus commun, quand c'est un vrai positif, il va falloir révoquer la clé. Donc là, soit l'ingénieur sécu, soit le développeur, on a différents modèles d'utilisation, va cliquer ici. Et dans ce cas-là, ce secret qui est réputé révoqué n'est plus censé être en circulation et n'est plus censé être utilisé par les équipes. Si à un moment, 3 semaines plus tard, je vois la même chaîne de caractères entrer la code base, là, je vais relever une alerte. On appelle ça une régression parce que ça permet de se dire peut-être que quelqu'un a menti ou a fait une erreur. Cette clé n'est plus censée être utilisée. À l'inverse, dans un monde où on fait beaucoup de tests en développement, donc du TDD, du testing dans la CI, on peut se dire qu'on veut avoir une clé qui soit ajoutée à une liste d'exceptions, qu'on accepte d'utiliser. Donc ici, je peux appuyer sur le bouton Ignore et déclarer qu'il s'agit d'une clé de test ou éventuellement d'un faux positif. Bien évidemment,
Pour une fonction sécurité centrale, vous avez capacité à revoir périodiquement toutes les clés qui ont été ignorées ou déclarées comme faux positifs afin de vérifier qu'il n'y a pas soit d'erreur humaine et de mauvais traitement de l'incident, soit des tentatives d'exfiltration de clés ou de choses de ce type-là. Donc, comme je le disais en introduction, quand on a lancé le produit, en fait, on avait sous-estimé par un facteur 100 le nombre d'incidents qu'on allait trouver. Donc, on pensait vraiment à un outil qui serait par la sécu, pour la sécu. Assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait totalement déporter la charge directement sur les développeurs, juste à cause du volume d'incidents. Donc, la V0 de ces workflows, on a créé un formulaire qui s'appelle Dev in the Loop, où en fait, on va directement envoyer aux développeurs de l'information à l'échelle d'un incident unitaire. Donc ça, c'était un peu notre MVF, où finalement, le développeur n'avait pas un profil utilisateur pérenne dans GitGuardian, mais où l'équipe sécu pouvait partager de manière opportune à des DevOps ou à des devs ce lien unique encodé et qui permettait du coup d'avoir quelque part la même UI que l'équipe sécu, mais avec un questionnaire structuré. Donc la première chose, c'était de déclarer, est-ce qu'il s'agit d'un vrai secret? Est-ce que ce secret donne des informations sensibles? Est-ce que vous avez capacité à le révoquer? Sinon, on peut éventuellement dire qu'on le fait avec l'équipe secret. Donc là, je l'avais déjà fait juste avant, je pourrais resoumettre le feedback, mais en fait, on voit ici que tout le feedback a été réinjecté du coup dans la page incident. Selon votre PSSI interne et le niveau de confiance que vous voulez avoir vis-à-vis de vos développeurs, vous pouvez les laisser clore l'incident eux-mêmes ou uniquement vous provider du feedback. Donc là-dessus, il y a un deuxième menu qui va permettre aux développeurs de closer l'incident ou pas. Donc ça, c'est lié à ce paramètre ici. Soit je les autorise à fermer l'incident, soit je les autorise pas. Donc là, on était sur une vue incident unitaire. D'un point de vue reporting, on a une interface avec des analytics qui va vous permettre, sur une période de temps choisie, de voir les tendances. Donc, à la fois les top détecteurs qui fuitent le plus. Si on voit que j'ai énormément de clés Amazon qui fuitent et pas de clés Azure, par exemple, on peut se dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'équipe AWS ne sait pas utiliser le Secret Manager, là où l'équipe Azure utilise très bien Azure Key Vault ou un HashiCorp? Donc, vous pouvez aussi en tirer des conclusions sur des besoins additionnels en tooling, des besoins additionnels en formation. On peut également le voir à l'échelle des repositories. Souvent, un sous-ensemble de repo est managé par une équipe donnée. Donc moi, j'ai beaucoup de clients qui tirent aussi toutes ces infos par API et qui la référencent avec des infos issues de systèmes RH, etc. pour établir, on va dire, des cohortes au plus proche de leur organisation. Ça, dans le futur, on vous permettra de le faire dans l'UI, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et on peut bien évidemment mesurer la performance de l'équipe, donc le nombre d'incidents clos, le mean time to remediation, ce genre de choses. Au début de la présentation, sur les slides, je vous avais parlé d'une approche des scans early stage, shift left. Là, je vous ai montré qu'une UI, un dashboard. Le but, c'est de permettre à vos développeurs de faire des scans dans leur environnement de développement, dans leur CLI, au moment où ils modifient les fichiers et au moment où ils les pushent. Donc ça, c'est la dernière partie de la démo que je vais faire juste après. Mais vous, en tant qu'équipe sécurité, vous aurez capacité à mesurer l'adoption de ces bonnes pratiques, puisqu'en fait, on a une API de détection. Donc, je montrerai comment créer les tokens d'API, mais qui, quand elle sera utilisée par les devs, va conserver des métadonnées et va les réinjecter dans le dashboard. Donc, typiquement, ici, on sera en capacité de voir combien d'appels en pré-commit ont été faits, combien d'appels en pré-receive ont été faits. Et en fait, c'est une très bonne approche, puisque ça vous permet de calculer le ROI de la solution. Si le coût moyen de rémédiation d'un incident server-side, c'est 3 heures, et que je vous ai empêché 1000 incidents de rentrer dans la code base le mois dernier, je vous ai fait gagner 3000 heures. Donc, vous faites des calculs après, le coût moyen d'un ETP, etc. Et on est capable de couvrir de manière factuelle le temps homme qu'on vous fait économiser. Donc, ça, c'est des choses qui plaisent beaucoup à mes clients et à leur direction financière, puisqu'on est capable de prouver un ROI de la solution. Juste avant que je passe sur la démo d'un flow de scan dans une console pour le développeur, là, c'est l'onglet API où globalement, vous pouvez générer soit des service accounts, soit des personal access tokens pour les différents devs. On a un flow de provisioning des personal access tokens qui est globalement, c'est
une ligne de commande dans l'interface du dev. Pour des considérations de temps, je ne vous le montrerai pas aujourd'hui, mais on a vraiment travaillé sur le fait de ne pas avoir de friction à l'onboarding de ces méthodes de scan. Il faut que globalement, aucun de vos collègues développeurs ne vienne se plaindre. On sait qu'ils ont des attentes très poussées en termes de fluidité des outils, le fait de ne pas rajouter d'étapes pas nécessaires dans leur flow de développement. Et du coup, ça, c'est des choses qu'on a vraiment intégrées. Donc, concernant la démo, mon avant-vente qui devait la faire a raté son train, mais il a été très gentil de me l'enregistrer en urgence ce matin, et c'est moi qui vais la faire comme ça. Donc ici, on va dire je suis sur un repo GitLab, sur une instance on-prem GitLab managée dans vos environnements. Ce qui est intéressant quand on a une instance on-prem, c'est qu'on peut configurer un global pre-receive hook. Donc en fait, sans aucune action des devs, sans qu'ils utilisent les personal access tokens, je peux dire en tant qu'admin sécu, tout code qui rentre dans mes répertoires centralisés, je les scanne. Et si je vois un secret, je les bloque avant qu'ils rentrent dans le repo. Donc ici, je suis dans un repo GitLab, j'ai un README et j'ai un fichier Python. On part du principe que je vais donc vouloir modifier ce fichier. Et si vous remarquez, à la ligne 10, ici, j'ai une clé de test. Pour une raison qui m'échappe, le développeur va vouloir modifier ce fichier et tester avec une vraie clé Slack en se disant qu'il nettoiera tout ça un peu plus tard. Donc là, on le voit, il rajoute une clé. Il va dans son terminal, il fait une commande git commit. Là, il ne se passe rien. Et ensuite, après avoir fait ce commit, il va chercher à faire un push vers le serveur centralisé. Donc là, on voit la commande git push. À ce moment-là, il y a un peu de latence, en fait, puisque le snippet de code est soumis à l'API de détection Git Guardian via le pre-receive hook. Donc, dans la CLI du dev, ici, je vois que j'ai un incident qui a été trouvé dans le fichier Python. Cela m'indique que ce secret est de type Slackbox token. Il m'indique ensuite que ce secret se trouve à la ligne numéro 10. Et on voit ensuite, juste un peu plus bas, qu'il y a un message d'erreur. Donc là, on le voit, remote rejected. Donc en fait, le push a fail. Le fichier n'est pas rentré dans la code base. Le secret n'est pas compromis puisqu'il n'est pas arrivé dans un environnement collaboratif accessible au plus grand nombre. Vu qu'on veut être respectueux du flow des développeurs, de leur deadline, etc., les développeurs ont aussi accès à une commande qu'on appelle la commande break glass pour leur permettre de passer au travers de ce scan bloquant. Juste, il y aura un flow de revue. Donc, une fois qu'ils auront fait ça, le secret rentre server-side, ça lève une alerte. Ça peut être investigué a posteriori par les équipes sécurité. Voilà, c'était tout pour moi. Je suis très content de répondre à vos questions, s'il y en a quelques-unes. Bonjour. Est-ce que ça marche uniquement pour les repos Git ou on peut l'utiliser sur des arborescences classiques pour détecter par exemple des secrets dans des fichiers de configuration situés dans des arborescences quelconques? Alors, l'API de détection pourrait être utilisée pour scanner tout type de fichier texte. Par contre, toute la surcouche, tout le flow de rémédiation qui a été pensé pour les repos Git avec l'UI, globalement, n'est pas présente. Donc, il faudrait que vous créiez le parseur vous-même, une brique de persistance, je sais pas, du S3, un DynamoDB et une interface de reporting par-dessus pour pouvoir agir sur ces incidents. Mais c'est clairement faisable et vous bénéficieriez de la grande qualité de notre moteur de détection. Mais ce n'est pas des sources de données supportées nativement aujourd'hui. D'accord, merci. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions. Je voulais vous remercier. Juste, j'avais une dernière slide. Donc, on permet à toute personne qui le souhaite de faire un essai gratuit de la solution qui est totalement illimité. Donc, toutes les features, autant d'usages que vous voulez pendant 30 jours. Donc, même si vous avez 50 000 repos, vous pouvez tous les scanner. Et globalement, pour faire ça, il faut aller sur dashboard.gitguardian.com.
faire le flow en 3 clics d'installation que je vous ai montré. Bon, il y a peut-être une ouverture de flux à faire à un moment, mais ça vous permet vraiment de mesurer votre niveau d'exposition au risque avec de la donnée réelle et chiffrée. Merci beaucoup. Si vous avez voulu nous voir, on est sur le stand F27 dans cette direction. Merci beaucoup. Au revoir. Merci pour votre présentation. On se retrouve dans quelques minutes pour la dernière session de cette matinée.